Bienvenue sur ce deuxième épisode de Brigandologie réflexive. On va prendre une petite pause là, on va parler on va sortir un peu des chapitres de thèse d'Arnaud et parler d'un article qu'on écrit tous les deux au problème actuel de sciences criminelles. Et cet article s'appelle L'intelligence artificielle va-t-elle mettre au chômage les phrénologues ? La question en fait dont on va se poser, on va en fait discuter d'un article qui est sorti en 2016, je crois, sur l'utilisation de l'apprentissage automatique pour prétendument reconnaître les visages des criminels. Donc c'est ce qu'ils clament, hein. Ils clament c'est ce qu'ils prétendent. Voilà, et qu'ils sont capables, à partir d'une photo, de la tête d'une personne, de reconnaître très précisément, à très haut niveau de précision, à 90%, si cette personne est criminelle ou pas. Voilà, et ensuite cet article a été critiqué par un de nos collègues à l'Université de Washington qui s'appelle Jevin West. Jevin West a un site web qui s'appelle Calling Bullshit, dans lequel il critique en fait des travaux qui utilisent, selon lui, à tort l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle. Et donc du coup, ça va être l'occasion de parler de tout ce mouvement en criminologie qui existe depuis très longtemps, en fait, qui a consisté à essayer de reconnaître les visages des criminels. C'est-à-dire c'est le mouvement qui a donné naissance à la criminologie, plus ou moins ? Ouais, plus ou moins. Et donc voilà, c'est tout ça dont on va parler dans ce deuxième épisode de Brigandologie réflexive. Donc Arnaud, on a décidé de prendre une petite pause là entre deux chapitres de thèse et on va publier au problème actuel de sciences criminelles un article sur le machine learning et une utilisation très à la fois attendue et inattendue, je devrais dire, du machine learning, qui est donc de faire apprendre à un ordinateur à reconnaître un visage de criminel à partir d'une photo. Tu veux raconter un peu ce que c'est que cet article initialement ? Qu'est-ce que c'est ? Quand est-ce qu'il est sorti ? Qui c'est qui l'a fait ? Alors cet article du coup il est sorti en 2016, il est c'est un article qui a été publié par deux chercheurs chinois en informatique, qui est disponible sur le site Archive. Ouais. On mettra peut-être le lien dans la description. Ouais. Et donc il prétend avoir mis au point un algorithme. À partir de quelques milliers de photos. Ouais, donc à partir de 700 photos de criminels, de condamnés en fait. De condamnés finalement. Et de 2000 photos de personnes, on va dire lambda, non criminelles, non condamnées. À ce qu'on sache. Non, mais je crois qu'il le précise. Il le précise, mais ils peuvent pas savoir, non. Ils ont juste des photos qu'ils ont récupérées sur internet de photos institutionnelles. J'ai pu le voir, mais bon. Ils peuvent pas le vérifier. Ils n'ont pas les casiers. Bon, non, enfin, peu importe. De toute façon, la proportion de gens condamnés dans la population générale, c'était une blague. La proportion de gens condamnés dans la population générale est pas si importante que ça, donc peu importe. Mais... Et donc ils ont fait manger ça à un algorithme de machine learning. Et demander si l'algorithme est capable de reconnaître les visages des criminels, entre guillemets, c'est-à-dire des condamnés. En criminologie, on ne dirait pas des criminels, on dirait des condamnés. Et des autres, quoi. Donc c'est un algorithme qui est capable de prédire la nature, de savoir si c'est un condamné ou pas, à 90%. Et donc il publie ça, et du coup, en publiant ça a fait pas mal de bruit à l'époque, je me rappelle. Parce que ça pose pas mal de questions. Ça pose pas mal de questions, et parce que ça ramène donc un grand projet... qui avait été à l'origine de la criminologie, que tout le monde connaît, et dès qu'on s'intéresse un peu à la criminologie, on connaît le nom de Lombroso, qui est la personne la plus célèbre en fait à avoir poursuivi ce projet. Donc peut-être qu'on commence par les critiques qui ont été mises par West. Juste en un mot ensuite, donc cet article ensuite a été critiqué par Jevin West, qui est donc un spécialiste de l'intelligence big data, de l'intelligence artificielle, des big data, tout ça, et l'analyse d'images aussi. Jevin West, c'est un spécialiste de l'analyse d'images. Notamment des partitions de musique. Et donc du coup, Jevin West a critiqué cet article. Il y a eu un débat avec les auteurs. Peut-être qu'on, je sais pas. Donc très bien. Donc qu'est-ce que dit Jevin West ? Qu'est-ce qui lui plaît pas dans cet article ? En gros, la principale critique, c'est qu'il rappelle que les auteurs du coup. Ils disent que leur algorithme est capable de détecter les traits du visage qui prédisent ou pas la nature condamnée d'une personne. Bon. Ouais. Et Jevin West, ce qu'il dit, c'est que l'algorithme, il l'a étudié en profondeur, il a étudié les caractères discriminants qui étaient mis en avant par l'algorithme. Et il dit qu'en fait, c'est moins les facial features que les expressions en fait, du visage qu'il a détecté
Parce qu'en fait, la question qui se pose, c'est que les photos des criminels, des condamnés, pardon, on va utiliser les deux interchangeablement, même si c'est pas. Voilà. Ce qu'il dit, c'est qu'en fait, ce qu'on voit sur les photos, c'est que les criminels, globalement, ils sourient moins que les personnes qui n'étaient pas condamnées. Et en gros, ce qu'il dit, voilà, c'est ça, c'est que l'algorithme a juste appris à détecter le sourire d'une personne pour dire s'il était ou non condamné, et en fait, et pas du tout les traits, de visage, comme en fait, comme en fait le Lombroso voulait le faire. Comme en fait la théorie. La théorie, c'est que l'idée, c'est qu'il y a une théorie derrière, que des gens sont des brigands, en gros. C'est ça, ouais, que des gens sont des pour parler du podcast, parce qu'en gros, donc l'idée, je rappelle, en gros, nous, si on a choisi ce mot, c'est parce qu'on cherche un mot qui n'est pas teinté des choix conjoncturels d'un État de pénaliser quelque chose ou autre chose. Donc ça, c'est une critique qui viendra. On en a déjà parlé un peu dans le premier épisode. Bon. Donc en gros, ce que les gens prétendent, c'est que des brigands, c'est des gens qui sont peut-être plus violents ou plus rusés ou qui ont moins d'empathie ou j'en sais trop rien, que ces gens-là, ils ont des caractéristiques en fait, une personnalité. D'abord, dans une personnalité qui les amène comme ça, et cette personnalité, elle est corrélée à des traits physiques. D'accord. Parce que soit, ça peut être pour plein de raisons, de cause et d'effet. Lombroso, lui, son idée, donc Lombroso qui est un des fondateurs de la criminologie au XIXe siècle, faisait partie d'un vaste mouvement qui avait commencé bien avant lui, et qui est la phrénologie, la physiognomie, etc. Tout un tas, les débuts des sciences humaines, on pensait que en fait, les traits du visage, ça avait à voir avec ça révélait la personnalité des gens, parce que ça avait le même fond héréditaire, le même fond biologique. Bon. Et donc du coup, la théorie qui est derrière, si des gens vous publient un truc comme ça, la théorie qui est derrière, c'est que donc avec des parties de certaines caractéristiques de votre visage, comment vos yeux sont rapprochés, grands, comment votre front est, etc. C'est censé dire quelque chose sur votre personnalité, et que si votre personnalité elle est moins empathique, plus violente, plus de chances de prendre des risques, tout ce genre de trucs là, et ben ça va donner plus de chances que vous soyez un brigand, en gros. Et tu te souviens un peu ce qu'il disait Lombroso là, sur la forme du crâne, justement, c'est quoi les caractéristiques? Pour Lombroso, c'est très simple, parce qu'en fait, Lombroso, c'était un darwinien, d'accord. Et donc, du coup, c'est justement la théorie de l'évolution qui a permis de donner en fait une direction à tout ce mouvement. Donc il y avait tout ce mouvement qu'on trouvait chez les policiers, par exemple. D'accord, les policiers au XIXe siècle, ils pensaient qu'on pouvait reconnaître les criminels par leur visage, etc. Mais la théorie darwinienne, l'idée donc de l'évolution, l'homme qui évolue à partir du singe, etc. Darwin, en fait, dans un ouvrage qui s'appelle La descendance de l'homme, il avait théorisé que les êtres humains, ils avaient évolué la coopération et l'altruisme à partir des bêtes, en fait, et que c'est ça qui avait aidé l'être humain à devenir cette espèce dominante qu'elle est devenue aujourd'hui. Et donc, du coup, Lombroso avait utilisé ce cadre théorique en disant, alors du coup, les criminels, ça doit être des êtres humains inadaptés, qui n'ont pas évolué ce trait-là. Des êtres humains plus bêtes qu'humains. Oui, plus bêtes qu'humains, donc plus bestiaux, donc du coup, en fait, c'est pas compliqué, plus le crâne ressemble à un crâne de singe, en gros, pour Lombroso, plus tu as la chance d'être un criminel. Et donc, du coup, regardez la mâchoire, regardez la taille du crâne, surtout ce genre de truc-là. L'avancée du front, exactement. Le magnétisme de la mâchoire. C'était ça l'idée. Il y a donc le meilleur ouvrage à lire sur ça, l'équivalent de ce que fait J.V. West, mais pour Lombroso cette fois, c'est un grand classique des années 80 qui s'appelle La malmesure de l'homme, par un biologiste qui s'appelle Stephen Jay Gould, qui est aussi un historien de la biologie, et qui a analysé en fait tout ce truc-là, toute cette époque. Et donc Lombroso, qui est en général le personnage un peu sinistre par lequel on commence les cours de criminologie, c'est une sorte d'avertissement, attention, ne soyez pas comme Lombroso, vous voyez. Lombroso, en fait, a été la personne la plus connue de ce mouvement-là, parce qu'il a travaillé de façon très systématique avec des centaines de crânes, etc. Parce que la plupart des gens ne faisaient pas un travail aussi systématique, quoi. Il faisait pas Lombroso voulait démontrer qu'il avait suivi une méthodologie transparente, etc. Et donc voilà, son idée à Lombroso, c'était ça. La théorie qui est derrière, c'était celle-là. Que plus vos traits étaient bestiaux, en gros, plus votre personnalité était bestiale. Et donc là, du coup, c'est ça qu'on voudrait voir dans un papier comme ça. Si ces deux chercheurs veulent démontrer leur théorie, ce qu'ils devraient faire, c'est qu'ils devraient avoir une idée, une prédiction en fait de à quoi un visage de criminel devrait ressembler. Et le comparer comme ça à leur prédiction. Et donc ce que va montrer J.V. West, c'est ce qu'ils ont montré, c'est que les criminels ils tirent la tronche en fait. Voilà. Il y avait en fait un angle de la bouche qui était plus vers le bas plutôt que vers le haut.
Et il y avait un espacement des yeux qui était moins important, donc quand on sourit, en fait, je crois que c'est ça qui se passe. Et donc on peut voir les photos d'ailleurs dans l'article. Ouais, et on voit bien. Il y a deux trucs importants même sur les photos dans l'article, c'est qu'on voit bien la différence entre les deux. Il y en a qui t'arrangent, les d'autres qui t'arrangent. Ensuite, ce qu'on peut faire avec ces algorithmes-là, c'est qu'on peut faire produire à l'algorithme une image de criminel et une image de non criminel. Une image composite. Une composite, voilà, une image composite. Et on voit très bien qu'en fait, qu'il y a on voit la différence. Oui, on voit très bien la différence. Et alors moi, la différence, j'ai tout de suite vu parce que je fais la sélection des étudiants en master, d'accord. Et je vois tout de suite que c'est la différence entre une carte d'identité officielle et une photo sympa. Sur la carte d'identité officielle, les gens ont souvent l'air de criminels. Ils tirent la gueule souvent. C'est vrai, hein. Ouais, c'est assez classique. Toi, fortiori. Moi, fortiori, ouais, mais beaucoup de gens, beaucoup de gens quand vous voyez leur photo d'identité, les gens n'aiment pas. D'ailleurs, beaucoup de gens n'aiment pas que vous voyez leur photo d'identité à cause de ça. Voilà, donc ça mène à la deuxième critique. Et ça mène à la deuxième critique. Et c'est ça la critique que leur fait GVIM, la sélection des photos, en fait. Ouais, c'est que les deux types de photos n'ont pas la même source. N'ont rien à voir, en fait. N'ont rien à voir. Alors c'est vrai que donc du coup, si vous avez d'un côté d'un côté, donc c'est criminel, c'est condamné. Vous avez des photos qui ont été prises par le gouvernement, on ne sait pas trop dans quel contexte. Voilà, mais on sait, d'après la réponse des auteurs, que ce n'est pas des photos qui sont prises lors de la garde à vue, par exemple. Ils ne sont pas prises au commissariat, non. Ils ne sont pas prises au commissariat, mais c'est les photos officielles de type permis de conduire, des trucs sur lesquels on demande de ne pas sourire. Ouais, sur lesquels on demande de ne pas sourire, tout à fait. Voilà. Alors que les autres photos, c'est des photos d'entreprise, en gros, c'est ça? C'est les photos qui ont été scrappées, donc prises sur le web, comme ça. Sur des sites qui étaient destinés en fait à faire la promotion de ceux dont la photo était présentée. Ouais, donc genre des photos de CV, on dirait, en gros, globalement. Ouais. Hein, et donc c'est vrai que voilà, il suffit de regarder à l'œil nu. Si je vous donne 10 photos, 5 qui viennent d'un CV sur l'entreprise et 5 de photos d'identité, vous saurez reconnaître lesquelles sont lesquelles. Hein. Voilà. Le 90%, en fait, c'est ça qui immédiatement fait penser qu'il y a un problème dans l'article. Ouais. Immédiatement. C'est pas trop vrai. Non, c'est pas un problème. Non, mais c'est trop vrai pour être. Ça montre que c'est ce que Ioannidis appelle une mesure très forte du biais dominant. C'est-à-dire que c'est trop puissant pour être vrai. Le crime, les gens qui ne connaissent pas le crime ne peuvent pas forcément imaginer ça, mais les criminels ne sont pas des gens suffisamment différents de la majorité de la population pour que l'ordinateur soit capable de leur reconnaître 90%. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est l'idée. C'est trop fort. Ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose d'autre qui est mesuré dedans. Et donc là, dès que j'ai lu la critique de West et que j'ai vu que c'est une différence de source, je me suis dit, ça doit être ça alors. Puis il y a ça, puis il y a une troisième critique qui découle de celle-là. Ouais. Je pense que c'est la dernière qu'on peut. C'est de dire qu'en fait, en se basant sur la connaissance du système pénal chinois, on sait que dans les cours d'assises, les jurés condamnent plus les personnes qui ont un physique, condamnent moins les personnes qui ont un physique avenant que les personnes qui n'ont pas un physique avenant. C'est ce qu'il dit West. C'est souvent le cas partout. Et c'est souvent le cas partout d'ailleurs. Et le truc, c'est que donc, même si c'est pas le sourire, même si c'est pas un problème d'ouverture, même si c'est pas tout ça, ils sont peut-être juste moches en fait. Ils ont peut-être juste. Mais il y a plein d'indices que le système pénal en général il favorise les gens qui sont plus avenants du commissariat jusqu'à la fin. Enfin, je veux dire, ça paraît. Ça paraît évident. Donc ça met juste en lumière beaucoup des trucs classiques qu'on apprend aux étudiants en criminologie. C'est-à-dire que déjà, il n'y a pas de source directe. La plupart du temps, on n'a pas des sources directes sur des brigands. On a à la place des sources sur des condamnés qu'on appelle des criminels ou des prisonniers. Par exemple, dedans, vous n'avez pas de criminels en col blanc. Vous avez pas, et en même temps, vous avez plein de choses qui ne seraient pas condamnées dans d'autres contextes. Des choses qui sont condamnées en Chine, par exemple, mais qui ne sont pas condamnées ailleurs. Et donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire sur le criminel, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire sur les notions criminelles et sur le côté personnalité, sur le côté intrinsèque à la personne. Donc, parce que là, il se base sur la source qui est plus en aval du système, donc qui est plus filtré et forcément. Il y a forcément un problème de sélection en fait. Et le pire en fait, mais là c'est pire que ça parce que là il y a un effet de la condamnation. C'est-à-dire que c'est même des choses, on ne sait pas, tu vois, la plupart des gens qui sont condamnés ont été condamnés plusieurs fois. Et donc c'est des photos de gens qui ont déjà été étiquetés en plus par le système. Donc c'est vraiment, c'est pas des photos à 15 ans, tu vois. Donc vraiment. Quoi qu'on dise sur ce truc, ça ne dit certainement rien sur la violence. C'est quoi les traits de personnalité qu'on chercherait si on s'intéressait à ce qui fait que quelqu'un est brigand? On chercherait la facilité à la violence, la prise de risque, l'empathie, ce genre de choses-là. Et certainement le voir sur les caractéristiques du visage. Voilà, et certainement que l'on est très très loin de ces choses-là. Il y a tellement de relais en fait entre
entre ces questions-là qu'on se pose et puis à la fin des photos de gens qui ont été condamnés par un tribunal chinois. Ouais. Donc ça, c'est une phrase très bien de West dans l'article, c'est que ça en dit plus en fait sur l'utilisation que font les gens de ces outils, de ces nouveaux outils, que sur les criminels, que ce soit que la criminologie en elle-même. Ouais, c'est très intéressant que deux ingénieurs d'informatique aient voulu faire cette recherche. Voilà, et donc ce qui est très important à souligner du coup, et c'est ce qu'il fait, c'est que les outils d'intelligence artificielle, machine learning, qui font peur à beaucoup de gens, ils se disent oui, il peut y avoir des dérives, etc. Enfin, on sait de quoi on parle, mais il y a beaucoup de peurs qui sont liées à ça. Voilà. En fait, ce qu'il dit, c'est qu'elles sont très liées en fait à la manière dont sont entraînés ces modèles-là. Et forcément, quand on les entraîne avec des milliers de photos comme celle-ci, qui sont d'une source un peu biaisée, en fait, qui comportent un grand biais, oui, dans ce cas-là, ça dit juste quelque chose sur la sélection qui a été opérée. C'est un bon exemple du fait que l'intelligence artificielle, ça fait ce qu'on lui fait faire, quoi. Et donc que ça en dit plus sur les humains qui l'utilisent. Oui, c'est pas l'ordinateur le problème. Voilà. C'est un bon exemple pour expliquer aux gens que c'est pas l'ordinateur le problème. Alors, le problème, c'est des ingénieurs qui n'ont pas de théorie et donc et qui respectent pas des protocoles de recherche. Et moi, par exemple, dans les 3 premiers épisodes de Métadiscussion qu'on a fait avec Elliot et toi, on a toutes les choses qui préviennent en fait ce genre de mauvaise recherche en fait. Le problème des biais, le problème de la théorie, toutes ces choses là en fait. Tu imagines bien que genre une recherche comme celle-ci là, elle respecte aucun des critères de Ioannidis. Tu vois, par exemple, je te donnais un très simple de critères. Par exemple, on ne sait pas tout ce que cette équipe a essayé de reconnaître dans les visages des gens et tout ce qu'elle a pas rapporté comme résultat négatif. Tu vois, donc elle a peut-être essayé de faire plein de choses, de chercher est-ce qu'on peut savoir qui est-ce qui va réussir ses études, est-ce qu'on peut savoir qui est-ce qui va gagner tant d'argent, est-ce qu'on peut savoir qui est-ce qui va se marier, et il ne rapporte que de certains résultats et pas d'autres, tu vois. Et donc ça c'est typique dans les 3 épisodes de Métadiscussion, on parle de ça. Et en fait, ce que ça te montre, c'est que quand on fait de la mauvaise science, la plupart du temps c'est pas grave. Parce que les gens sont assez gentils, quoi, et donc il n'y a rien de très oppressant derrière, mais quand vous avez des ingénieurs qui essaient de prédire qui va commettre des crimes avec tout ce que ça peut avoir de très lourd derrière comme conséquence, c'est que vous faites de la mauvaise science, c'est sûr que ça donne quelque chose qui peut faire peur aux gens. Voilà. C'est quelque chose qui montre juste l'intérêt d'avoir une bonne maîtrise de la théorie quand on fait de la recherche, quoi. Voilà, la théorie sur l'origine des données, sur ce qu'on fait exactement. Il y a aussi un autre truc qui est intéressant quand même, c'est que dont on n'a pas encore parlé, c'est que ces articles donnent l'impression que c'est la machine qui a fait le travail, alors qu'en réalité, c'est pas vrai. Ce sont des travaux qui sont de l'apprentissage automatique supervisé, c'est-à-dire que les gens qui contrôlent l'algorithme, ils lui donnent quand même un certain nombre d'instructions, et par exemple, ils lui demandent de contrôler par ceci ou par cela, et a fortiori, et à contrario, ils demandent pas de contrôler par d'autres trucs aussi. D'accord ? Et donc du coup, il faut comprendre que les gens qui publient cet article, ils le publient que parce qu'ils ont un résultat positif. Si c'est un résultat négatif, ils le publieraient pas. D'accord ? Il y a personne qui publie un article en disant voilà, on n'arrive pas à reconnaître les criminels à partir d'un algorithme de machine learning. Et donc du coup, un autre truc important, c'est que les gens qui de l'extérieur pensent que ça a juste à voir avec la machine, quoi, peuvent ne pas savoir que les chercheurs ont d'abord décidé d'orienter l'algorithme de telle ou telle façon, ce qui donne les résultats. Et si l'algorithme avait été orienté légèrement différemment, qu'on lui avait dit ne regarde pas le sourire par exemple, qu'on lui aurait dit corrige ceci ou cela, à ce moment-là il l'aurait pas vu. Et ça aussi, ça fait partie des choses. Vous avez corrigé la courbure de la bouche, voilà, on n'aurait pas trouvé ce résultat. Et c'est parce qu'il y a un aspect humain dans la théorisation qui est faite derrière. Dans pourquoi est-ce qu'on prend ces photos et qu'est-ce qu'il faut corriger du fait que ceci, cela. Et tout ça, ça montre l'importance d'avoir une bonne théorie. Comment a émergé l'idée qu'on allait scientifiquement comprendre ce que c'était que le mal, quoi. Et ça, en fait, c'est une sorte de démonologie. D'accord ? C'est comprendre ce que sont les démons des hommes, en fait. Non. Mais si c'est une étude des démons, du coup, des gens... À ce moment-là, on peut très bien penser qu'on peut le voir sur leur visage. Si, ça dépend de quels sont ces démons.
Si c'est des démons qui sont en fait en chacun de nous, à ce moment-là, non. Non. Je veux dire, c'est ça le truc.